Didier Mesto. Salut Didier, Salut Alexis, salut à tous. ça va? Ouais, ça va, écoute, dans ce monde magnifique, luxuriant, plein de promesses, on peut que bien aller, hein, tu sais. On sait, on sait. Alors, on ne te présente plus, ancien patron de Sud Radio, journaliste. Tu as été un des rares soutiens qui a osé parler des Gilets jaunes et de la maltraitance qui s'en est suivi sur ces manifestants d'un nouveau genre, hors syndicat, mais qui étaient là pour expliquer qu'il y avait un problème en France. C'était le pouvoir d'achat, c'était aussi le bien vivre, tout simplement. C'était il y a de ça quelques années. Depuis, eh bien, nos chemins se sont croisés aussi sur RT France, une chaîne qui a été interdite par le pouvoir parce que chaîne de propagande. Et puis aujourd'hui, eh bien, tu continues d'essayer de faire ce travail d'information dans un monde bien plus incertain que jamais, ou comme d'habitude, mais plus con qu'avant, ça c'est sûr. On a l'impression quand même que la débilité gagne énormément de terrain. J'en veux pour preuve le débat, là encore, sur l'attribution des fréquences de la TNT. On a vu la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Toi, c'est un dossier que tu connais bien. C'est pour ça que je voulais t'inviter. D'abord pour parler de cette commission et de l'ARCOM et l'attribution des fréquences de la TNT avec CNews dans le collimateur. Qu'est-ce que ça signifie, sachant que d'autres chaînes ont eu des ponts d'or pour faire n'importe quoi. Est-ce que tu peux nous en dire un mot pour expliquer aux gens en fait en quoi ces fréquences TNT ont déjà par le passé été un scandale? Oui, alors ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que l'ARCOM, anciennement le CSA, en devenant ARCOM, il est devenu, c'était déjà un petit peu avant, mais une autorité administrative indépendante. Mhm. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas d'autorité, qui n'est pas indépendant, mais qui est administratif, ça c'est sûr. Donc en fait, il y a une capacité juridique, c'est-à-dire qu'elle peut rester en justice, cette organisation, mais en fait, ce n'est qu'un bout d'État. Et évidemment, tout ce qui relève de l'information se décide à l'Élysée et seulement à l'Élysée. Et ça a toujours été comme ça, que l'on Ouais. baptise ORTF, Haute Autorité, CSA ou ARCOM, c'est l'État qui décide de l'attribution des fréquences. Ça, c'est Mhm. clair, net et précis. Et plus précisément, l'Élysée, puisque c'est comme ça que ça se passe. Moi, je suis en procès depuis 12 ans, hein, pour effectivement, je vais rappeler brièvement, l'attribution fallacieuse de ces fréquences. J'avais participé à l'époque pour mon groupe à un appel à candidature pour obtenir une fréquence. C'était financé, c'était à hauteur de 100 millions d'euros, hein, excuse-moi du peu, parce que une chaîne sur la TNT perd 20 millions d'euros par an, en tout cas à l'époque, parce qu'il faut payer beaucoup de frais, notamment de diffusion pour la bande passante, etc. Maintenant, ça Mhm. a un peu diminué, mais globalement, sur 5 ans, si tu n'as pas un business plan de 100 millions d'euros, tu t'en sors pas. Alors, premièrement, je me suis rendu compte qu'au bout de 15 jours, l'appel à candidature était inversé. C'est-à-dire qu'ils avaient désigné les 6 lauréats, Mhm. et que quand ils avaient décidé à l'Élysée des 6 lauréats, ils ont lancé une espèce de concours de lièvre où il fallait courir. Il y a eu 33 candidats. Au bout de 15 jours, je me suis rendu compte que tout était fait. Donc j'ai fait l'idiot, j'ai fait parler tout le monde, j'ai écrit à tout le monde, j'ai tous les mails et j'ai porté plainte. Le PNF s'est d'ailleurs saisi immédiatement de l'affaire, qui a fait un PNF, c'est classement le sans parquet national financier, c'est ça? voilà, qui a fait un classement sans suite, parce qu'évidemment, entre-temps, il y a eu un changement de président de la République. Euh, voilà, on est passé, il y a eu plusieurs présidents de la République, bon, peu importe. Et en réalité, on se rend compte que le PNF est une justice politique, comme tous les parquets Ouais. en France. Ça, c'est le premier point. Donc, j'ai dû relancer, écrire au doyen des juges d'instruction pour une plainte avec constitution de partie civile. J'ai eu 3 juges d'instruction, dont Van Ruynbeck, Sommerer, et maintenant j'en ai un troisième qui travaille. Il y a eu des perquisitions, je ne veux pas rentrer parce qu'il y a le secret de l'instruction. Oui, oui. Mais le problème, c'est qu'il y a déjà, comme ça fait 12 ans, 2 protagonistes corrompus jusqu'à la moelle, dont je ne citerai pas le nom pour préserver l'enquête, qui sont décédés. Donc c'est comme ça que ça marche, si tu veux. Petit à Ouais. petit, bah, à la fin, j'aurai peut-être une décision symbolique, parce que moi, je ne demande rien pour moi, ni même à l'époque pour mon groupe.
c'est simplement que cette chaîne a été donnée à un type qui a mis 11 000 euros de capital, tenez-vous bien, qu'il a revendu. J'avais vu tout de suite la manip, j'avais dit, il va revendre à Veil, qui revendra à Drahi. On m'avait dit, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est exactement ce qui s'est passé pour 89 millions d'euros. Drahi, c'est BFM, hein, c'est voilà. Le groupe. Absolument. Donc en fait, l'État concède des fréquences en contrepartie du patrimoine, on pourrait dire du patrimoine immatériel, incorporel de l'État, et à charge à l'exploitant d'exploiter la chaîne en fonction d'un cahier des charges précis, bien établi. Le type en question, je ne vais pas le citer parce qu'il me fait des procès que je gagne toujours pour diffamation, etc. Je les ai tous gagnés, y compris en cassation, mais c'est de l'énergie et de l'argent et du temps. Même si je gagne sur l'article 700, je le fais condamner aux frais de justice, ça couvre jamais qu'au maximum un quart des frais de justice, ce qui arrive une fois sur 10. Bon. En fait, il a exploité cette chaîne, il ne l'a pas exploité du tout, il n'y avait pas de programme, hein. Il y avait des hommes oiseaux qui se maquillaient, des extraterrestres qui venaient sur Terre, des hommes lézards, etc. C'était soi-disant au nom de la diversité. Non, mais tout ce que je dis est véridique et facilement vérifiable. C'était quelle chaîne? Et c'était numéro 23, cette chaîne. D'accord, ok. Et donc, elle a été revendue. Alors, au départ, c'est 89 millions d'euros. Je pense qu'il a dû toucher autour de 60 millions d'euros. 60, on ne sait pas exactement, 60, 65 millions d'euros. Simplement parce qu'il a eu une autorisation qui est le patrimoine de tous les Français, de tous les citoyens, et qui s'est fait faire sur mesure une convention, et là on touche au nerf de la guerre, le plus important, par le CSA, au bout de laquelle, au bout de 2 ans et demi, il pouvait revendre la chaîne, ce qui n'était jamais arrivé. Donc il s'est fait faire une convention sur mesure pour pouvoir revendre la chaîne. Et ça, c'est, bon voilà, si tu veux, moi tu me donnes une autorisation, j'en fais rien, et puis je la revends, et je deviens multimillionnaire. C'est un scandale. Voilà. C'est incroyable, mais on voit ça, je crois qu'il y a Cédric O, qui est un ancien ministre de Macron, hein, dans le numérique, qui a aussi investi pas grand-chose, hein, dans l'IA française. Et là, paf, ça tombe bien aussi, l'IA française devient une priorité et bizarrement, il va devenir millionnaire aussi très rapidement. Et oui, tu vois, on est tout à fait dans le capitalisme de connivence parce que, en fait, toutes ces personnes qu'on nous présente comme des entrepreneurs, qui ne mettent jamais un centime de leur poche, sont dans les petits papiers, dans les petits secrets de l'État. Et dès lors que l'État va investir dans tel ou tel secteur, c'est un peu comme du délit d'initié en quelque sorte, et ben hop, ils mettent 3 francs 6 sous, 5 000 euros, 11 000 euros, et puis ils sont labellisés dans des secteurs qui sont aidés par l'État, qui sont finalement publics ou parapublics, et en fonction, grâce à leur carnet d'adresse, ils deviennent multimillionnaires. C'est ça le capitalisme de connivence. Ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, où toi, moi, on risque sur nos deniers personnels pour gagner 3 francs 6 sous, etc. Pour tout filer à l'URSSAF, hein, on peut le dire. Hein, voilà. C'est quand même bien et foutu. Avant de commencer le mois, tu as tes frais fixes, c'est déjà payé, sans savoir si tu vas avoir des clients et ce que tu pourras facturer. Ça, c'est notre lot commun à tous quand on a décidé d'être indépendant et de faire juste notre métier. Hein. Et tu as des gens qui n'ont pas de compétences particulières, qui n'ont pas de compétences identifiées, qui n'ont pas de métier et qui sont enrichis par les copains et les coquins. Alors, où c'est intéressant dans ta présentation, quand tu parles de l'ARCOM, de RT France, etc. Oui. Il y a alors il y a la TNT d'un côté, et puis il y a les autres chaînes qui sont liées, même si elles ne sont pas sur le bouquet de la TNT, par des conventions avec l'ARCOM. C'est-à-dire, il y a un cahier des charges très strict qu'elles doivent respecter. Ce que faisait absolument, totalement et continuellement RT France. Cette chaîne avait des journalistes français avec des cartes de presse françaises. Toi et moi, nous y avons travaillé et nous avons, je peux le dire sous ton contrôle, été complètement libres, y compris de critiquer Poutine, de dire ce qu'on pensait, etc. Après, peut-être au niveau international, c'est autre chose, c'est une chaîne d'influence comme peuvent être Al Jazeera, France 24, c'est un instrument de soft power pour les nations. Bon, ben ça, ok, on n'aime pas, c'est comme ça. En tout cas, RT France était totalement indépendante. Que s'est-il passé?
Premièrement, pendant la campagne, M. Macron avait dit « Oh, il y a de l'ingérence ». On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais il n'a jamais prouvé. Deuxièmement, Sud Radio, effectivement, a beaucoup filmé les Gilets jaunes de l'intérieur, et RT France aussi, à telle enseigne que les seuls médias qui étaient les bienvenus, et quand on voyait 20 000 personnes qui portaient en banderole Sud Radio et RT France, bien évidemment, ça embêtait le pouvoir à M. Macron. Et ensuite, il y a eu cette histoire d'Ukraine. Et là, avec Ursula von der Leyen, comme une seule vérité, avec un grand V, le mentir vrai, comme dirait Orwell, doit avoir droit de citer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Malgré le fait que la Convention soit respectée, alors qu'ils n'ont aucune légitimité, ni éditoriale, ni populaire, ni élective, ils ont d'un trait d'un seul supprimé la chaîne. On est dans une dictature qui ne dit pas son nom, où seuls les médias subventionnés ou aidés ou labellisés par l'Arcom, avec évidemment des différences de traitement, peuvent émettre et avoir droit de citer. Si on parle de CNews, j'ai vu que toi aussi, tu avais soutenu CNews, comme je l'ai fait. Ouais, ça a surpris beaucoup qui me suivent. Ça a surpris les gens qui ont envie d'être surpris. Voilà. Ouais, non, parce que c'est par principe, moi, il faut voir qu'il y a dans le politique ne peut pas s'occuper de tout. À un moment, CNews, certes, a ce contrat de chaîne d'infos en continu. C'est aussi une entreprise privée. L'Arcom l'a condamné à de multiples reprises pour avoir pas respecté ce contrat. Le problème, c'est aller chercher toujours à dire c'est comme ça et pas autrement. C'est ce qu'on a vu quand le politique s'est occupé du scientifique avec le Covid. C'est un fiasco, ou du moins c'est des mesures autoritaires et totalitaires. Alors, on peut ne pas aimer CNews, et ça je le conçois tout à fait quand on voit les plateaux et les thèmes qui sont abordés, etc. Mais en revanche, on ne peut pas accueillir avec joie la censure. Ça, c'est pas possible. Non, mais tu vois, Alexis, toi et moi qui sommes des défenseurs de la liberté d'expression. Moi, je ne peux pas à la fois défendre la liberté d'expression et la censure. C'est ça. Et y compris les chaînes sur lesquelles qui me dérangent profondément, par principe, je les défendrai. Ouais. Que dire de LCI, par exemple? On va être exhaustif. LCI qui, toute la journée, nous raconte une fable sur l'Ukraine et qui est devenue, comme le disent beaucoup de citoyens, LCU, la chaîne Ukraine. Toute la journée nous raconte une vérité alternative qui n'existe pas dans les faits. Appelle à la guerre, appelle vraiment tous les Français à aller se faire trouer la peau, font intervenir sur leur plateau des gens dont j'ai expliqué un peu le CV, et toi aussi tu l'as fait, pour expliquer en fait qu'ils ne sont ni journalistes, ni éditorialistes, ni experts, qui sont simplement bien souvent le relais, disons-le tout net, de la CIA en France, mais c'est vrai à l'échelle mondiale. Et est-ce que LCI est remis en cause? BFM, qui toute la journée nous raconte la petite musique, nous joue la petite musique macroniste. Est-ce qu'il y a des gens qui disent BFM, il faut l'interdire? Et je dirais même mieux, quand moi j'ai fait ma sortie sur CNews, j'ai dit si LCI était attaqué, si BFM était attaqué de la même manière, ils me trouveraient sur le chemin pour les défendre au nom de la liberté d'expression. Bien sûr. Et je dirais, comme il y a des dizaines, même des centaines de chaînes, il y a un petit geste très simple, on tourne le bouton ou on appuie sur off. Si on n'aime pas, les chaînes ont le droit d'avoir une ligne éditoriale, même si elles ne nous conviennent pas. Troisièmement, toi comme moi, nous allons devant des publics parfois hostiles, dans des chaînes hostiles, parce que nous ne varions pas en fonction du média qui nous accueille. On défend un souverainisme, on l'a toujours fait, on dénonce les turpitudes de la Commission européenne, on dénonce les turpitudes de la politique, comme tu l'as dit, relative au Covid, où l'État vient se mêler de choses qui ne le regardent pas. Et moi, je dis la même chose ici, chez Aude Lancelin, sur QG, sur RT, sur CNews, où je suis régulièrement invité. Je dis toujours la même chose. La politique de la chaise vide et la censure, c'est l'arme des faibles.
C'est-à-dire, il ne me convient pas, donc je l'interdis. Mais on est où là? Et Mmh. surtout, pour finir, quatrième point, ces gens n'imaginent pas que quand on commence à mettre le doigt dans la censure, c'est une roue qui tourne. Vérité au-delà des Pyrénées, erreur en deçà. Demain, C'est ça. ils seront eux-mêmes visés par la censure. Et qu'est-ce qu'on va dire après? Ils diront ah ben on a été censuré, c'est dégueulasse. J'aurais enfin aimé que ces médias dits mainstream ou chaînes d'info euh, se mobilisent davantage quand ta chaîne, ce que je faisais moi de mon côté, ou ce que fait par exemple Clémence Oudiakova avec Toxin ou Nicolas Vidal, c'est des contenus entiers, voire des chaînes ont été fermées. Mmh. J'aurais aimé que ces chaînes se mobilisassent, Ah ouais, comme on on l'a dit, fait. hein, voilà. On Pour l'a nous, fait tu vois, et on a essayé bien sûr, mais c'est comme je l'explique, chaque matin, ou presque ici, on a un plafond de verre. C'est-à-dire qu'eux ont des audiences par millions, nous on a des audiences par milliers, alors millions, cumulés, hein. Sur un mois évidemment, on touche quand même beaucoup de monde, mais on est loin de toucher, autant de personnes et les algorithmes, font en sorte qu'on ait des couloirs de nage, hein. C'est-à-dire que nos contenus ne vont pas être poussés à des gens, qui ne nous connaissent pas. Donc on va parler toujours à des gens qui vont nous connaître, qui vont s'intéresser à ces dossiers-là, mais on ne va pas sortir du couloir de nage, hein. on L'algorithme est en vous boucle. maintient à une boucle, en fait, à une bulle, hein. C'est la bulle de filtre et c'est quelque chose qui vous fait de facto un plafond de verre qui vous empêche de toucher une large audience. Alors c'est pour ça que ça compte quand je vous demande de partager nos contenus, le faire le plus largement possible, c'est ce qui va permettre aussi de susciter la curiosité, de dire que peut-être on va pouvoir regarder ça. Et pareil, si vous pouvez simplement vous abonner à nos différents canaux ou nous soutenir financièrement, si vous pouvez le faire, c'est important pour ce travail-là parce que on est essentiel au débat démocratique, n'en déplaise à certains, parce que sans cette petite musique des médias alternatifs, on aurait quand même une soupe propagandiste assez indigeste. Donc il est important d'avoir une autre Non, version mais du ce que fait. les gens doivent comprendre, c'est que nous sommes les derniers des Mohicans, quelque part. Un peu. Et tu vois, j'écoutais avec attention, comme toujours, Todd, qui faisait une dichotomie intéressante sur les oligarchies libérales, c'est-à-dire les régimes tels que la France, Ouais. et les démocraties autoritaires. Dans les oligarchies libérales, c'est un tout petit groupe de personnes qui détient les pouvoirs, qui détient les leviers médiatiques, politiques, économiques, financiers, judiciaires, policiers, syndicaux, militaires. Bon, très Mmh. bien. Avec une toute petite base de personnes qui soutiennent cette politique. C'est-à-dire, M. Macron a été élu avec 9 millions 700 000 voix au premier tour, sur pratiquement 50 millions de votants, c'est-à-dire rien du tout. C'est-à-dire que les oligarchies libérales euh, sont l'expression majoritaire d'un fait minoritaire parce qu'ils ont les canaux. De Mmh. l'autre côté, il parlait des démocraties autoritaires, Mmh. comme peuvent être, par exemple, la Russie, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment. On peut dire ce qu'on veut de la Russie. On peut dire ah, Poutine, j'aime pas. C'est pas vraiment une démocratie. C'est autoritaire. Regardez comment ça se passe quand vous manifestez. En France, ça se passe bien quand on manifeste. Parce que, par exemple, en France, on ne peut pas aller en C'est prison, on vrai. n'est pas mutilé, on n'est pas éborgné, on n'est pas en garde à vue Ah non. préventive, et on n'est pas tué chez soi en fermant les volets par un lancer de gaz, de grenades lacrymogènes qui vient exploser à la gueule. Ça ne peut jamais arriver en France, il faut bien le savoir, hein. Et puis, les policiers qui se sont rendus coupables de ça, en France, ne sont jamais promus. Ils sont tout de suite radiés parce que l'IGPN fait bien son travail. Alors, il faut quand même dire les Ouais. choses, hein. Évidemment, c'est du second degré. Mais donc voilà, ces démocraties autoritaires, elles sont soutenues par 2 tiers ou 3 quarts des citoyens. Donc ça pose un problème démocratique à nos sociétés parce qu'on est toujours, oh là là, regarde les autres, regardez Poutine, regardez, c'est pas bien, mais chez nous, c'est mieux. Mmh. Mais en réalité, ils ont une assise. Après, on peut dire c'est pas bien du tout, mais ils ont une assise populaire, légitime, élective, que nous n'avons pas. Pourquoi? Parce que ce sont, on peut encore une fois le critiquer, des nations souveraines, des nations qui mettent le patriotisme, voilà, au devant de tout. C'est le truc le plus important pour eux. Et donc, si on ne regarde pas
le monde tel qu'il est et qu'on s'abrite derrière des postures morales, ben on dira bien, pas bien, on distribue le bien et le mal, on débranche les médias qui nous dérangent et on ne changera rien au public. Hein. Moi, ce qui m'inquiète le plus, en fait, c'est comment le débat maintenant est devenu quelque chose qui fait peur. En France, hein, je parle du système qui est en train de se refermer sur une volonté d'étouffer hein, toute question et où tout devient tabou progressivement. Hein. C'est-à-dire, on l'a vu avec le vaccin, la France est un des derniers pays où la parole sur les effets secondaires reste contrainte, hein, voire chassée. Enfin, on voit bien qu'on a du mal, alors que d'autres pays commencent à avancer. La Grande-Bretagne qui demande la publication des chiffres hein, sur l'excès de mortalité, l'Australie qui commence à voir le jour, la Nouvelle-Zélande. En France, ça reste la chape de plomb. Pourquoi ? Parce que c'est toujours Macron qui est au pouvoir et parce que c'est la même équipe qui a géré de manière calamiteuse cette crise sanitaire par des mesures autoritaires qui ne voudraient surtout pas ouvrir cette boîte de Pandore, et des médias aux ordres, hein, malheureusement, qui ne veulent pas amener le débat et qui continuent de faire semblant, de tourner autour du pot avec ces fameux fact-checkers hein, qui sont là pour être la parole officielle et tenir hein, les règles, en fait, les lignes rouges du débat, c'est-à-dire que ça, on a le droit, ça, on n'a pas le droit. Après ça, on est complotiste. C'est scandaleux. C'est tout ce qui est à l'inverse, en fait, du débat démocratique, puisque le débat est empêché. C'est le cas sur l'Ukraine aussi. Si on veut avoir un débat serein sur l'Ukraine, on est immédiatement accusé d'être pro-russe, alors qu'en réalité, c'est un débat géopolitique important et difficile qui demande quand même une maîtrise des dossiers. Quand on voit le sketch des deux clowns, Daniel Cohn-Bendit et Luc Ferry sur LCI avec les pays baltes, on peut pas regarder ça sérieusement en fait. Voilà. Non, mais tu vois, c'est vrai, sur le Covid, c'est un bon. Bon, il y a d'abord eu les Gilets jaunes où on a entendu un certain nombre de. Déjà, ça a été le révélateur. De bêtises. Voilà, c'était déjà le. On dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays ? Ensuite, il y a eu le Covid et là, on s'est dit, on a atteint le fond du fond de la cuve. On est en train de ramasser la lie et puis on ne va pas descendre plus bas. Mais ils ont percé la cuve. Mais pour revenir sur ce Covid, toi comme moi, nous ne sommes pas des scientifiques. Moi, je ne me suis jamais exprimé sur la qualité des vaccins, etc. J'ai simplement, comme toi d'ailleurs, on a relevé un certain nombre d'incohérences, on a posé un certain nombre de questions. Comment se fait-il que ce vaccin a été trouvé comme ça en comme dit Bourla, en 24 heures hein. Voilà, très bien. Comment se fait-il, alors qu'on nous avait dit qu'il protégeait, que les gens qui ont été vaccinés une fois, deux fois, trois fois, étaient contagieux et pouvaient eux-mêmes contracter la maladie? Comment se fait-il qu'il y a eu un tas d'effets secondaires qui, évidemment, dans le monde entier, commencent à sortir? Donc, on peut quand même en parler, c'est un phénomène scientifique. Bonne question, peut-on en parler en France? Voilà. Et comment se fait-il, enfin, que des gens à qui on a donné la parole, toi, moi, Alexandra Henry-Encaude, Perron, Raoult, qui sont quand même des sommités dans leur discipline et particulièrement pour ce qui concerne les virus et l'ARN. Ils ont consacré leur vie à ça. On écoute leurs paroles, on a un débat, parce que le consensus scientifique n'existe pas, n'a jamais existé. Il n'y a pas de communauté scientifique. La seule différence, c'est que pour la première fois, le débat est devenu public parce qu'il y a eu cette pandémie donc à l'échelle mondiale, et que les dissensions, les débats sont devenus publics. Et comme ils sont devenus publics, en tout cas en France, on a mis une chape de plomb pour expliquer. On a créé le terme anti-vax, complotiste, et on a eu des fact-checkers qui n'ont aucune espèce de formation. On parlait de ce capitalisme de connivence qu'on a labellisé et qui vont aujourd'hui, même dans les écoles, porter la bonne parole. Comme j'entends M. Reichstadt qui nous explique que le monde est en péril parce qu'il y a des journalistes qui osent poser des questions, il me dit que Orwell est dépassé là. Donc voilà où on en est. Alors sur l'Ukraine, alors là, c'est un festival de bêtises, de contre-vérités, de mensonges. Les gens, quand tu le vois bien de toute façon, quand tu discutes, nous tous les deux, on est férus de géopolitique, on a eu des émissions de géopolitique, on regarde le monde tel qu'il est et qui est pas parfois qui nous dérange. On regarde l'émergence des BRICS, on voit que
les pays qui s'en sortent aujourd'hui sont des puissances nationales, voire nationalistes, qui pratiquent le protectionnisme chez elles, mais qui sont conquérantes vis-à-vis de la planète, et qui ne sont pas dans un grand maelstrom type Union européenne. C'est-à-dire, l'effondrement de l'URSS a conduit la Russie à redevenir un pays, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les postures morales, encore une fois, ce n'est pas le débat. Et nous entrons de plein pied, chaque jour davantage, dans une Union européenne ubuesque, orwellienne, On qui va est écouter, d'une certaine manière l'URSS, quoi. On va écouter à ce propos-là un des tenants de cette URSS. C'est Thierry Breton, bien sûr, qui est en train d'être le pèlerin pour monter ce fonds européen de la défense. Il expliquait ça sur France Info hier. Voilà qui pourrait faire de l'Europe une puissance de guerre, ce qu'elle n'est pas actuellement, puisque on manque d'armes. Mais avec Thierry, ça pourrait être tout à fait différent. On l'écoute. Ça doit rester, encore une fois, la chose et la responsabilité des États. Il ne s'agit pas de changer les traités. Il s'agit, dans le cadre des traités, eh bien, de travailler mieux ensemble. On l'a déjà fait avec le Fonds européen de défense. On travaille maintenant en amont sur de multiples programmes de recherche. Eh bien, on va le faire maintenant sur la production. Chaque État, bien entendu, je parlais tout à l'heure des stocks, eh bien, ces stocks, ils seront pas... Ce n'est pas la Commission qui va les constituer, ils seront à la main des États, mais ils seront mutualisés et coordonnés, mais resteront à la main des États. On trouve donc en gouvernance la facilité, la possibilité de faire en sorte de respecter évidemment, ce qui est très important, c'est la maîtrise par les États membres de leur appareil de défense, mais d'en mutualiser de plus en plus les capacités de production. Vous savez, les chaînes de valeur, les industries d'armement maintenant en Europe, c'est plus uniquement localisé dans un pays, on l'a vu avec les munitions, on en parlait tout à l'heure, ce sont des multiples entreprises qui ont des ramifications un peu partout, les chaînes d'approvisionnement, elles couvrent l'Europe, donc c'est de plus en plus comme ça que ça fonctionne. Alors là, on a le commissaire européen qui nous explique que c'est à peu près le même fiasco pour les armes que pour les médicaments, c'est-à-dire c'est un peu partout. Il n'y a pas de filière nationale, évidemment, donc c'est tout à fait normal d'avoir ce fonds européen. Alors j'explique parce que Thierry Breton a l'art de noyer le poisson. En fait, il s'inspire du modèle américain qui, lorsqu'il y a de la commande publique d'armement, surcommande pour stocker et pour, en gros, subventionner le secteur de la guerre aux États-Unis. Et là, il propose la même chose en Europe, c'est-à-dire que les États surcommandent et stockent des munitions pour booster cette économie de guerre qu'ils appellent tous de leur vœu, de Jacques Attali à Thierry Breton, en passant par Emmanuel Macron, Nicolas Tenzer et tous les autres, pour faire en sorte qu'il y ait petite lueur de croissance en réalité en fabriquant des armes de destruction massive. C'est le modèle américain qui est là. Derrière, c'est le modèle européen, c'est-à-dire de dire qu'il n'y a plus de filière nationale. Il le dit, même l'armement, ce sont des entreprises multinationales, c'est plus des entreprises nationales. Thierry Breton, on lui doit, entre autres, la déroute d'Atos, qui était un champion national du cyber, du numérique et de la défense. Atos, aujourd'hui, c'est une entreprise qui est en faillite. Lui a une retraite chapeau de... Il a pris 50 millions d'euros. 50 millions d'euros, la retraite chapeau. Il est payé je ne sais pas combien de millions par Atos après avoir fait ce ravage. Une retraite chapeau de 750 000 euros par an. C'est ça. Voilà. Tout ça négocié pour avoir saccagé un fleuron national. Aujourd'hui, il est le monsieur censure de l'Union européenne avec le DSA, le Digital Single Act. Et maintenant, il se transforme en monsieur guerre avec l'idée, attention, si Ursula von der Leyen venait à être renouvelée pour un second mandat, de la création d'un poste de commissaire européen. Aujourd'hui, il faut savoir que l'Europe n'a pas de capacité en matière de défense dans les traités, mais Ursula von der Leyen s'est promise de revenir là-dessus en créant ce poste de commissaire et donc en poussant davantage la création de cet État européen au-dessus des États qui est, pour moi comme pour toi, la promesse d'un grave péril antidémocratique. Oui, alors c'est vraiment, on est au cœur du sujet là. Parce qu'en réalité, quand on parle, alors je vais essayer de prendre le problème par le bout de l'ingérence. On nous dit il y a des ingérences russes, etc., c'est insupportable. Quand on regarde les choses, on dit, mais en fait, les ingérences, elles sont surtout états-uniennes. C'est de 1 à 1000 le rapport. Bon, c'est ça. Très bien. Mais en réalité, j'ai réfléchi à ça. Hier, tiens, j'ai fait un tweet sur le sujet. Je me disais, mais pourquoi on ne s'en rend pas compte? Parce qu'il n'y a pas en fait, pourquoi on ne se rend pas compte que c'est une ingérence? Parce qu'on est devenu une colonie états-unienne, que finalement, notre culture, par de soft power, si tu veux,
depuis 50 ans, tous les films, aujourd'hui, les séries, tous les outils numériques à notre disposition, Google et compagnie, notre vision du monde, etc., on est complètement américanisé. Ouais. Sans compter sur le plan juridique que les États-Unis considèrent la planète comme leur territoire, avec leur extraterritorialité, l'extraterritorialité de leurs droits. Donc, ils sont partout chez eux. Donc, on ne s'en rend pas compte, puisqu'on est en fait colonisé, on est complètement américanisé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que la communauté de défense européenne, on en parle depuis 1954. Ça fait 70 ans. Elle n'a jamais vu le jour. On va y revenir. Donc, on s'est abrité sous le généreux parapluie de l'OTAN au nom de la défense de notre souveraineté et de nos intérêts. Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste verbalisé, objectivé un état de fait. Il dit, attendez les cocos, moi je veux bien ce que vous voulez, mais l'Europe n'en a rien à foutre. Mais si vous voulez qu'on continue à vous protéger, il va falloir payer. Bon. Dans ces conditions-là, on pourrait se dire, mais il n'est pas anormal, il n'est pas fou que l'Europe puisse tenter d'organiser sa défense. Mais quelle Europe? L'Europe de la Commission? L'Europe de Mme von der Leyen, de M. Breton? L'Europe de Tusk? L'Europe de Scholz? Ou l'Europe d'Orban? Ou l'Europe de Macron? Ou l'Europe de Mélanie? J'arrête ici l'énumération, parce qu'on voit bien que cette tour de Babel, à la fois culturelle, politique, économique, stratégique, n'a aucun intérêt en commun, et à telle enseigne que les différents États européens pratiquent entre eux le dumping. On le voit avec l'Espagne et l'agriculture, par exemple, dans un autre domaine, mais c'est vrai sur tous les sujets. Nous n'avons pas d'intérêt commun, et se mettre sous un parapluie fédéral pour notre défense, nos intérêts vitaux et notre stratégie, ça ne se délègue pas. C'est pure folie, c'est pure chimère, c'est un mensonge, c'est dangereux. Depuis qu'on est sorti, depuis que De Gaulle a disparu, on était dans le non-alignement, c'est-à-dire on n'était ni pour les Russes, ni pour les Américains, on défendait notre propre politique, et c'est pour ça qu'on a eu la dissuasion nucléaire. C'est pour ça qu'on a aussi, on a un siège permanent à l'ONU, on a une dissuasion nucléaire, on est capable de faire tout seul. On n'a pas besoin des autres. Et encore une fois, nos intérêts vitaux, c'est pour ça qu'on a une dissuasion nucléaire, quand ils ne sont pas menacés, on ne bouge pas. On reste tranquille chez nous et on n'emmerde pas les autres. On en est loin, puisque Emmanuel Macron a fait un discours, je crois que c'était en Suède, où il revenait un peu sur ça, en disant que c'était normal que l'arme nucléaire soit un parapluie pour tous les alliés européens. Le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a abondé en ce sens en disant oui, c'est tout à fait normal, les temps ont changé. Et puis pour le siège à l'ONU, ça fait des années que les Allemands font un lobbying intense pour que ce soit un siège tournant des différentes puissances européennes, ou pire, un siège dévolu à l'Union européenne et pas seulement à la France. Donc avec Emmanuel Macron qui se rêve en champion européen, tout est malheureusement possible. Qu'est-ce que ça dit en fait, cette précipitation-là de pousser l'Europe dans l'économie de guerre et la volonté de toujours centraliser le pouvoir en faisant croire que ce pouvoir central ferait de nos nations des nations plus fortes, alors qu'on le voit, l'Europe, depuis qu'elle existe, l'Union européenne, pardon, n'a fait qu'organiser la déchéance des nations. On peut regarder pour sans en être sûr l'état des services publics, par exemple, en France, qui n'a fait qu'empirer depuis des années, mais aussi la perte du pouvoir d'achat, puisque la décorrélation de la hausse des dividendes et des salaires s'est faite dans les années 80, et la concurrence de tous contre tous. Donc pourquoi aujourd'hui on continue de voir dans les médias, dans les partis aussi dits de pouvoir, cette adoration ou à minima cette non-remise en question de l'Union européenne? C'est très simple. En fait, ça permet, en désignant quelque chose de plus grand, de plus important, l'union fait la force, etc., de ne pas aborder les problèmes nationaux. Plus un gouvernement, et ça c'est la social-démocratie triomphante, entre guillemets, bien sûr, à l'œuvre, plus elle sera en difficulté, plus elle imaginera des ailleurs où l'herbe sera plus verte,
où le lait coulera ainsi que le bon miel, et tous unis, nous allons enfin peser dans un monde. Mais c'est exactement le contraire qui se produit. Donc en réalité, l'Union européenne, c'est le dernier mensonge des politiques. On pouvait comprendre qu'au sortir de la guerre, avec la communauté du charbon, de l'acier, et puis on avait dit plus jamais ça, plus de guerre, l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la prospérité. Jusqu'à Mitterrand, école, se tenant la main pour la réconciliation, ça avait peut-être, moi j'ai jamais été fan, mais ça avait au moins d'un point de vue symbolique du sens. Mais aujourd'hui, évidemment, ça n'en a pas. C'est ce qui continue, c'est ce qui précipite notre perte, mais c'est ce qui permet à tous ces centristes, cet extrême centre qui est allié à l'extrême droite, qui n'est juste que l'envers du décor, puisque l'un est l'assurance tout risque de l'autre, j'y reviendrai aussi, ça leur permet, en fantasmant l'île aux enfants, d'une certaine manière, d'être le Casimir de l'Union européenne. Voici venu le temps des rirs et des chants dans l'île aux enfants. C'est tous les jours le printemps. Et d'ailleurs, c'est l'expression « penser le printemps », tu vois. On n'est pas très loin. C'est vrai. Et voilà, c'est ça l'explication. Elle est toute bête, hein. Il ne faut pas chercher très loin. Ouais, je pense qu'il y a aussi une volonté de dépolitisation des populations. Quand on voit le taux d'abstention, que ce soit aux européennes, mais à toutes les élections, hein, quand on voit le faible degré de connaissance politique, hein, et pas seulement sur la politique politicienne, à savoir, citez-moi 5 ministres, ça on s'en fout en réalité, mais sur ce qui se joue aujourd'hui, sur les courants de pensée politiques qui sont en train de structurer le futur. Et là, on peut parler bien sûr de mondialisme contre souverainisme qui est systématiquement mis de côté, hein, parce que c'est une des grandes ruptures en réalité aujourd'hui qui permet de comprendre ce qui est à l'œuvre. On continue avec une lecture droite-gauche, les progressistes contre les réactionnaires, etc. Mais tout ça a complètement changé, mais il n'y a pas la volonté de cette prise de conscience, parce qu'aussi il y a un paysage médiatique qui fait que ces figures-là, ces thèmes-là ne sont pas portés à la hauteur de ce qu'ils devraient. On les oublie volontairement dans la hiérarchie de l'info, on les méprise, on les moque également, plutôt que de les traiter comme des thèmes politiques centraux. Il y a deux phénomènes. Nos démocraties, aux prétendues telles, ne sont que des cooptations ratifiées par des votes. C'est-à-dire qu'en fait, tous les candidats et tous les partis qui sont promus par les médias, qui sont promus par le système médiatico-politique, sont dans une espèce de sérail fantasmé, c'est-à-dire il faut être dans une espèce d'épure, pas, si tu poses des questions scientifiques, pas anti-vax, si tu parles de l'énergie, pas complotiste, si tu parles des médias, pas extrémistes, enfin, etc., etc., tout à l'avenant, on crée comme ça, on accole des épithètes et on crée des néologismes pour te mettre le sceau de l'infamie sur le front, en disant « Ah, regardez, lui, il veut sortir de l'Europe, etc. » Donc ça, c'est le premier point. Donc des démocraties qui ne sont que des cooptations de copains ratifiés par des votes. Mais en pratique, c'est ce qui ressort en fait de tes questions et de ton analyse, c'est que la Commission européenne, en devenant expert de tous les sujets, en nommant bientôt un commissaire chargé de la défense, dépossède les peuples, ne serait-ce que par la démocratie représentative, de toute légitimité. C'est-à-dire, il y a des gens au-dessus qui savent, des gens qui sont des experts et qui réunissent, parce que c'est pour ça qu'il n'y a pas de débat au Parlement en France sur la question de la guerre en Ukraine, ce qui est absolument incroyable. Lunaire, enfin surréaliste. Et donc, c'est l'idée qui s'installe contre les peuples, mais de toute façon, ils continuent d'avancer sans problème, que c'est plus la peine de voter. Et je pense que rapidement, à ce rythme-là, les élections ne deviendront qu'une option, une formalité. Bientôt, on ne votera plus. C'est déjà le cas en pratique. Ils vont, je ne sais pas, trouver un système qui fait que face à la désaffection des urnes dans toutes les démocraties occidentales ou prétendues telles, il faut trouver un système qui permette, c'est le retour du vote censitaire en fait, et on revient sur notre question des oligarchies libérales, des gens qui ont le pouvoir, qui savent, dormez braves gens, on s'occupe de tout. Ouais. Je prends un seul exemple.
sur cette histoire d'Ukraine. Mais on pourrait l'étendre sur d'autres sujets, puisque Emmanuel Macron l'a fait. On a eu Emmanuel Macron qui, bien loin de de faire des débats dans le cadre constitutionnel, fait les rencontres de Saint-Denis. Aux dernières rencontres de Saint-Denis, où tous les partis politiques étaient conviés. Il devait y en avoir plusieurs, il y en a eu finalement deux. Une ou deux, je ne sais même plus. 2, je crois. Ouais, rien. Ouais. Et donc les partis y vont, et le lendemain, tu as le ci-devant commissaire au plan, François Bayrou, qui dit « Ah mais attendez, sur l'Ukraine, le président a parlé, a informé tous les partis, et tout le monde est d'accord avec sa position. » Mais sur une chaîne d'infos, je crois que c'était sur LCI ou sur France Info, je me souviens plus. Il n'y a personne dans notre pays gueule, il n'y a pas un parti politique qui dit « Mais moi j'exige un débat à l'Assemblée nationale, même sans vote, que la représentation nationale soit éclairée. » Alors je ne dis pas tout. Évidemment, il y a des choses qui doivent rester secrètes dans le cadre d'un conflit. Non, mais il y a eu le sénateur Alain Houpert qui a bougé pour saisir. Il y a eu Dupont-Aignan aussi qui a dit qu'il fallait avancer sur ce dossier-là. Macron a bougé, mais avec une argutie juridique, le mettant hors de cause en réalité, en disant oui, c'est vrai, on aura un petit débat, mais voilà où on en est. Et puis, au-delà du débat au sein des assemblées, Sénat et Assemblée nationale, il y a la question aussi de la capacité d'Emmanuel Macron à gérer une crise internationale. Enfin, on l'a vu à la manœuvre pendant le Covid, c'était du copier-coller de McKinsey de ce qui se faisait dans tous les autres pays. Là, sur l'Ukraine, c'est juste du n'importe quoi. Alors, ça va qu'il a un service après-vente exceptionnel sur tous les plateaux qui explique qu'il a mis de l'ambiguïté stratégique face à Poutine en parlant de l'envoi de troupes en Ukraine. Quel talent! Il a mis les pieds dans le plat en expliquant qu'il y avait l'envoi de troupes. Il est en République tchèque aujourd'hui et hier, il donne une interview, j'en parlais tout à l'heure dans la revue de presse, à un journal tchèque et il explique « Non, il n'est pas question d'envoyer les troupes en Ukraine, on ne s'est pas compris, c'est pas du tout ça que j'ai dit. » Enfin, mais comme d'habitude, c'est-à-dire comment c'est possible en fait à un moment d'avoir autant de médiocrité au pouvoir? Alors, c'est vrai que la seule ambiguïté stratégique, il n'y a pas de stratégie déjà dans l'ambiguïté stratégique. Ah non. Bon, la seule chose qu'on peut porter au crédit de la Macronie, c'est l'ambiguïté. La leur, en fait. Ils donc, sont très ambigus sur où ils veulent en venir, ouais. À part faire oublier le salon de l'agriculture, c'est... Non, mais souvent, tu vois, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, parlent souvent de Schwab, du grand complot international, je le mets entre guillemets, pour rigoler un peu au second degré. Évidemment qu'il y a les Young Leaders, tout ce processus à l'œuvre. Mais en réalité, au niveau français, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que dans ce processus général de sélection des personnes qui demain vont exister sur la scène médiatico-politique et qui forcément auront les commandes dans un système complètement contraint, ce sont des gens qui ne prennent pas leurs ordres chez Schwab ou qui n'ont pas de stratégie. On l'a vu sur l'Ukraine, Macron, c'est au fil de l'eau. Au salon de l'agriculture, c'est au fil de l'eau. Pour les Gilets jaunes, ça a été au fil de l'eau. C'est-à-dire, bien sûr, il y a, quel est leur objectif? C'est couper toutes les têtes qui dépassent, on ne veut pas d'emmerde et on continue. Très bien, mais une fois que tu as dit ça, ils n'ont pas d'idéologie. Ils se nourrissent simplement de l'absence de contestation, ils se nourrissent de la résignation générale, c'est ce qui leur permet d'avancer. Et quand ils ne savent pas, ils rétropédalent et disent le contraire. J'écoutais, il y a Caisse de Grève qui fait toujours des vidéos intéressantes. Oui, excellent, suivez-le sur X. Qui compare ce qu'avait dit tel homme politique il y a 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans et aujourd'hui. Ils ont fait sur Yael Braun-Pivet une vidéo où elle expliquait que, oh là là, l'IVG n'était pas menacé. Si tu veux, on peut la remettre. J'ai mis en intro de la revue de presse, mais pour ceux qui n'étaient pas là, alors c'est pas Caisse de Grève, c'est un autre compte Twitter X qui a fait ce montage. C'est juste exceptionnel. On regarde rapidement. On va pas tout mettre, mais ça montre quand même
ce degré zéro de la colonne vertébrale politique. J'ai pensé à Simone Veil. Quand vous citez la phrase de Simone Veil, n'oubliez jamais, etc., etc. À cet instant précis où la liberté défendue par Simone Veil, n'oubliez jamais, etc., va être gravée dans le marbre de notre Constitution. Les droits des femmes à l'égard de la contraception et de l'avortement sont aujourd'hui extrêmement bien assurés dans notre pays. Les droits des femmes ne sont-ils pas les premiers à être menacés lorsque le populisme ou l'autoritarisme s'empare du pouvoir? Je ne crois pas que l'inscription de ces droits dans la Constitution, d'une part, soit nécessaire. Voilà, ça donne une idée un peu de ça. C'était en 2018. Et puis hier, elle était l'héroïne qui rentrait dans l'histoire avec cette robe. J'ai fait Frédéric Mitterrand quand j'en parlais tout à l'heure pour expliquer qu'ils avaient été à la hauteur des attentes de toutes ces femmes. Femmes qu'elle niait il y a de ça seulement 6 ans, c'est ça? Oui, 2018, c'est ça, c'était il y a 6 ans, c'est rien du tout. Mais oui, là, toute la Macronie est résumée dans cette séquence, y compris d'ailleurs dans le maniement de la langue française. De la langue française va être gravée. Donc, c'est un peu du séjourné dans le Ça, texte. je le fais aussi, j'avais ce tic-là de langage, malheureusement. Bon, voilà. Bon, alors, j'ai rien dit. Non, mais toi, t'es pas président de l'Assemblée nationale, tu vois. Ce que je veux dire. Pas encore. Non, pas encore, ça viendra. Mais je ne sais pas s'ils sont au perchoir, mais en tout cas, ils sont perchés. Et ce sont des gens qui n'ont, tu vois, on reboucle sur ce qu'on disait, sur l'absence à la fois de stratégie et de colonne vertébrale et d'idées. Ce sont des gens qui n'ont pas de surmoi. Comme ils n'ont pas de racines, ils n'ont pas de surmoi. C'est-à-dire qu'ils sont complètement désinhibés. Ils peuvent, en fonction des événements au fil de l'eau, comme un chien crevé, tu vois, qui est comme ça sur un rue et qu'on voit défiler. Ah, il y a un chien crevé, oh là là, quelle horreur. Ils peuvent changer à 180 degrés avec la même larme à l'œil, les mêmes trémolos dans la voix, en disant que ce qui était inadmissible hier est absolument indispensable aujourd'hui. Et voilà où on en est, quoi. Mais on a vu, désolé de revenir tout le temps à ça, mais malheureusement, ça a été un cas d'école, en fait, sur le bad management, le mauvais management, parce qu'il n'est même plus question de gouverner. Là, il est question de faire du McKinsey. C'était sur la crise sanitaire où Olivier Véran disait tout et son contraire d'une semaine à l'autre, tout comme Emmanuel Macron, d'ailleurs. Enfin, comment on peut faire confiance encore? Moi, c'est ça qui m'étonne, en fait, c'est de voir l'endormissement, je ne sais pas comment ça s'appelle, si c'est de l'hypnose, si c'est du je m'en foutisme, si c'est du relativisme, de dire mais comment peut-on encore donner un quelconque crédit à la parole de ces personnes? Alors, en fait, comme tu sais, on en a parlé tellement de fois. Je sais, mais je sais que c'est notre premier. C'est le cœur quand même de la question. C'est le cœur du sujet, et c'est notre premier sujet d'interrogation et d'inquiétude. Et on n'accepte pas, on ne se résigne pas. Ouais. Mais quand moi j'ai abouti à cette conclusion provisoire, qui est certes pas satisfaisante, c'est que, il y a une défiance de plus en plus grande des citoyens français, notamment, ça, oui, vis-à-vis des politiques et des journalistes. Donc, il y a une espèce de... Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, de toute façon, on ne les écoute pas, premièrement. Deuxièmement, directement relié à ça, on aboutit à une forme de résignation, en disant, bon, de toute façon, nous, ce qui nous intéresse, c'est notre frigo, comment je vais nourrir mes gosses, comment je vais payer la fac, comment je vais réparer ma bagnole, j'ai l'embrayage à changer, ça va me coûter 600 balles et je ne peux pas. Voilà où les uns et les autres nous en sommes aujourd'hui. Troisième élément, il y a la peur. La peur... c'est ça qui fait que ça tient pas mal. Voilà, ça tient, tu sais, à la fois la dramatisation d'un côté, la dramatisation permanente et l'hystérisation permanente, et la dramatisation d'un futur qui, si on ne prend pas les bonnes décisions, serait pire que le présent d'aujourd'hui, qui est déjà dégueulasse. Et enfin, je dirais, il y a la puissance du rouleau compresseur des médias mainstream, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire, moi, je vois des gens que je connais qui sont un peu âgés. Forcément, quand tu es âgé, tu as un peu plus de peur, tu es un peu plus contraint. Ce sont des gens qui votent, c'est majoritairement ceux qui votent, qui passent 5 à 6 heures par jour
devant les chaînes mainstream. Et donc, finalement, même si nous, on a de l'écoute, etc., c'est difficile de nous trouver par rapport à ces chaînes. Tu appuies sur un bouton, tu as la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, et puis toutes les chaînes dites d'infos. Et donc, ça installe un récit qui devient officiel. Ben, ça, c'est tout à fait Orwell, quoi. Hein. Ah bah là, ouais. Et il parlait aussi de décence commune, de décence ordinaire. Mais la décence La ordinaire, Common Decency d'Orwell. voilà, Ouais, common decency, c'était son concept fondateur, je dirais, en filigrane de toute son œuvre. Common decency. Mais aujourd'hui, comment on peut l'exercer, cette common decency, sinon par la lecture, par l'évasion, par le repli sur soi, par des tribus qu'on essaie les uns les autres finalement de faire pour s'extraire de ce monde devenu hystérisé où on est un peu comme des mouches qui se cognent sous un verre renversé, quoi. Tu vois, c'est ça qui est difficile. ouais. Voilà, c'est pas satisfaisant, mais... Alors, non, mais ça, le constat, bon, c'est vrai, on passe le temps à le faire, mais la question qui revient tout le temps, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Des initiatives, de toute façon, avec un certain nombre de personnes, on va en prendre, on y travaille. Il y a premièrement, continuer à informer, quoi qu'il arrive, comme nous le faisons, de façon factuelle et aussi engagée, parce qu'on sait d'où on parle, on sait pourquoi on le fait. Il n'y a rien de pire que le journalisme d'opinion déguisé en journalisme factuel. Nous, on part des faits et on leur imprime une certaine vision du monde et on a le droit de le faire. Et si on n'avait pas le droit, on le prendrait. Et donc, nous, on est dans une vision souverainiste de notre nation et de notre action. Donc, on continue à informer. Deuxièmement, j'ai participé hier à une émission de télé, je ne vais pas citer de nom, peu importe, mais on se rend compte que les gens qui ont repris peut-être le flambeau de Philippe Séguin, et allez, pour citer un nom, hein, tu vois, de cette espèce de France qui transcende les partis, etc., bon, écoute, ils ont un peu fait leur temps. Hein. Ils sont dans des chapelles où ils se disputent les dernières miettes de l'hostie, entre 0,5% et 1,5%. Ça ne marche plus, ça n'a pas marché. Gloire à eux pour avoir gardé la flamme allumée comme la flamme du soldat inconnu. Maintenant, il faut passer à autre chose. Et je pense que des gens comme nous, qui n'avons pas d'ambition personnelle, qui avons chevillé au corps et au cœur la défense de notre pays, qui sommes des souverainistes assumés, nous devons construire une offre politique, parce que des milliers de gens, et je suppose que c'est pour toi la même chose, parce que tu as beaucoup de gens qui te suivent, nous disent, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi vous vous unissez pas? Pourquoi vous faites Oui, alors pas ça, voilà, c'est la question. Tu peux y aller, mais c'est à chaque fois la même question. Les Bon. chapelles aussi existent dans le camp souverainiste comme ailleurs. Voilà. Et le problème du camp souverainiste et des médias alternatifs, je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même, c'est que c'est une loupe et qu'on retrouve les mêmes travers, les mêmes défauts, les mêmes égos boursouflés que dans le camp mainstream, on va dire. Donc pour en sortir, il faut être capable d'identifier des femmes et des hommes qui veulent se hisser un peu au-dessus de leur propre petite chapelle. J'en connais, tu en connais. J'ai la faiblesse de croire que peut-être on peut en faire partie, puisqu'on parle à tout le monde, au-delà des étiquettes, parce que les étiquettes, c'est commode. Hein. On te met l'étiquette extrême droite sur le front ou l'étiquette islamo-gauchiste. Tout ça, c'est fait pour t'excommunier, pour pas que tu parles. Moi, je m'en fous de tout ça, tu vois. Toi aussi, on est passé au-delà. Donc maintenant, on a quelques mois, parce que la seule chose qui compte vraiment dans notre pays, d'un point de vue politique, il n'y a pas de 36 élections, c'est la présidentielle. Les européennes, quoi qu'il arrive, ça ne changera rien. Les eurodéputés n'ont aucun pouvoir. C'est clair. Et comme je le disais, tu vois, pendant des années, des décennies même, on a grandi dans l'idée que c'était l'antienne qu'on nous balançait tout le temps. Les élections se gagnent au centre. C'est faux, le monde a changé, la France a changé. Aujourd'hui, les élections se gagnent à l'extrême droite pour ensuite gouverner au centre. C'est pour ça qu'en préambule, je disais que extrême droite et extrême centre sont les deux versants d'une même pièce. L'assurance tout risque l'un de l'autre. Ça a donné Mélanie en Italie, rappelle-toi, j'avais dit sur un plateau,
et tu avais dit la même chose, je m'en souviens très bien, on défendait l'idée que les peuples italiens seraient cocus, parce que quand elle avait dit Sono una donna, sono una sposa, sono una mamma, tatati tatata, je suis une femme, je suis une épouse, je suis une maman, vous allez voir ce que vous allez voir. En fait, qu'est-ce qu'elle s'est fait? Elle est allée embrasser, serrer dans ses bras Ursula von der Leyen, parce qu'elle a besoin des sous-sous de l'Europe, de l'Union européenne, et elle est allée se faire embrasser le bas du crâne, ce qui était Par Biden. c'était assez dégueulasse. Attends, Par je te la mets, Biden, je te la mets, je te la mets. C'est magnifique. Attends, on ne peut pas rater ça. Une Il a action renié, de. comme il renie, Comme les d'habitude, crucifix, il comme pense que d'habitude. c'est une enfant, je pense. Regarde, c'est glaçant. Voilà. Et après, il colle. Allez, salut, salut papy. Alors, tu vois, on a sous les yeux, là, au-delà de l'aspect un peu ragoûtant, on va dire, de cette scène, le monde tel qu'il est. Une gigantesque farce, une farce dangereuse. Nous avons à la tête de l'État américain un monsieur qui n'a plus toutes ses facultés mentales, c'est un secret pour personne, et qui confond Mitterrand et Macron, et qui confond Kohl et Adenauer, et qui confond Kiev et Gaza, mais pas une fois, pas deux fois, de façon permanente. Et tu as bien sûr le médecin de la Maison-Blanche qui dit il est apte, tout va bien. Et surtout, il n'a pas fait son assessment mental sur à la dernière visite médicale. Hein. C'était pas à l'ordre du jour. Donc, premièrement, nous avons en Ukraine un type quand même qui a été élu après avoir fait une série et qui s'est rendu célèbre pour jouer du piano avec son sexe. Voilà. Entre autres, ouais. Entre autres. Nous avons Ursula von der Leyen qui négocie avec le leader mondial des vaccins par SMS plusieurs milliards d'euros. Nous avons Thierry Breton, tu l'as dit, qui a complètement planté Athos, qui l'a vidé de sa substance, qui a fait des investissements qu'il ne pouvait pas payer et qui a pris ensuite, quand l'action a perdu de sa valeur, elle ne vaut plus rien, a pris la poudre d'escampette. Il faut dire quand même qu'Athos, c'est toute la sécurisation d'un certain nombre de services publics, des centrales nucléaires, accessoirement des JO, etc., etc. C'était un fleuron français. Ouais. Et déjà, c'était créé sur les décombres de Bulle. Et déjà, Bulle, qui était un fleuron, c'était une catastrophe française. Avec ce capitalisme de connivence, quand les gens sont rentrés dans le board de Bulle, Bulle a été fracassé, Bulle a été tué, comme aujourd'hui. Et ces gens-là, plutôt que de faire 1000 ans de prison, comme ce serait le cas peut-être dans une grande démocratie comme les États-Unis, ils sont promus. De telle sorte qu'ils font des catastrophes de plus en plus grandes. Bon, enfin, pour boucler, nous avons Macron qui nous dit effectivement en début de semaine, fin de semaine dernière, il ne faut pas exclure en milieu de semaine des troupes au sol, et qui, 7 jours plus tard, dire tout envoi de troupes au sol est exclu. Mais qu'on fasse ça dans un monde en paix, dans un monde insouciant où finalement, en paix, il n'y a jamais une paix globale, mais disons, sans péril imminent. On se dit, bon, le type est un peu con, il joue à l'intéressant, mais aujourd'hui, avec la Russie, qui est la deuxième, ou peut-être, on ne sait pas, la première puissance nucléaire, qui ne fait pas mystère, elle, de sa doctrine en termes de défense, qui est une doctrine défensive, en fait, et qui dira, et qui a déjà dit plusieurs fois, si vous envoyez des troupes, si vous faites encore des mouvements, on fera des frappes nucléaires, stratégiques, et attention, j'allais dire, quand on connaît un peu, quand on s'occupe de politique internationale, quand on connaît un petit peu la réalité du pouvoir en Russie, j'allais dire que Poutine, c'est presque un modéré. Parce que si c'est Medvedev qui est aux commandes, je peux te dire que ce n'est pas la même histoire. Hein. Non, tout le monde le sait. Hein. C'est sûr que là, il y a vraiment beaucoup de... Enfin, c'est vraiment de... Enfin, cette ambiguïté stratégique n'a aucun sens. Enfin, j'en parlais aussi parce que c'est la question aussi de la capacité militaire au-delà de ça. Enfin, quand on parle non, mais tu vois, il y a quelqu'un qui est
Jean Daumerché, qui intervient Oui, souvent sur LCI. Bon. oui, oui. Et qui est plus intéressant dans ses écrits, d'ailleurs, que ce qu'il vient raconter. Bon, il est payé pour ça, pour dire vive l'Ukraine, vive Macron, et c'est la ligne éditoriale de la chaîne, très bien. Mais il a dit dans son dernier bouquin sur l'illusion de la puissance française que l'armée française, c'était une armée américaine au format bonsaï. C'est-à-dire, elle est très, très bien, elle est performante, très bien équipée, etc. Mais elle est toute petite, elle est minuscule. Bah C'est-à-dire oui. qu'elle a un rayon d'action très faible pendant 3 jours. Donc, même si, je sais pas, on a allé 35 000 hommes, en vérité, en capacité d'action, 15 000. on a 15 000, enfin 35 000 en tout, 15 000 en capacité d'action, 2 à 3 jours, 5 jours, disent les plus optimistes, de munitions, et on va aller défier la puissance militaire russe, mais c'est juste de l'inconscience. C'est particulier, ouais. C'est juste de la folie. Et tu as des gens au sein de la Macronie, et des plus éminents, qui t'expliquent doctement à la télévision que on pourrait sans doute considérer que si des gens français ou européens vont sur le sol ukrainien pour curer les missiles, brosser les dents des chars d'assaut, etc., ça compte pas, on ne sera pas considéré comme belligérant. Attends, on peut écouter, si tu veux, Nicolas Tenzer, qui est aussi un des va-t-en-guerre de plateau. Qui m'a bloqué, toi aussi, je pense, immédiatement. Non, moi, il me suit. Ah, non, non, on tu se m'as dit qu'il suit. te suivait. Ouais, on se suit. Et j'aime bien ce qu'il dit. Écoute, c'est Moi, j'ai juste rafraîchissant. rappelé son CV, il m'a bloqué. Oui, ben voilà, il ne faut pas expliquer pour qui travaillent ces géopoliticiens de Sciences Po, quoi. Ouais. Alors, hop, le voilà. Je pense qu'aujourd'hui, d'abord, la Russie n'est pas prête à négocier sur quoi que ce soit. Qu'aujourd'hui, la Russie est une puissance qui commet des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide et un crime d'agression en Ukraine, comme d'ailleurs dans d'autres pays, dans un certain nombre de pays africains, en Géorgie. Elle maintient également son emprise sur le Bélarus. Elle a commis des crimes massifs, on le sait, en Syrie. Elle continue d'ailleurs aujourd'hui. Que de toute manière, aujourd'hui, négocier quoi que ce soit avec la Russie, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire bafouer le droit international. Ça voudrait dire que finalement, l'agression, à un certain moment, paye. Ça voudrait dire aussi abandonner, très concrètement, un certain nombre de territoires de l'Ukraine aux mains des Russes. Tous les territoires occupés par la Russie aujourd'hui connaissent des tortures contre les habitants, des exécutions sommaires, déportation d'enfants, ce qui est un crime de génocide en vertu de la Convention du 9 décembre 1948. C'est ça la réalité. Donc effectivement, il y a un certain moment où sans doute, malheureusement, d'abord il faut essayer d'empêcher la Russie, donc de la dissuader. Peut-être qu'un jour, mais c'est précisément parce qu'il faut la dissuader aujourd'hui de manière forte, que demain, peut-être on ne connaîtra pas la guerre. Et il faut gagner absolument cette guerre. C'est ça, la réalité, c'est notre guerre, bien sûr. Notre guerre, bien sûr, et puis il faut absolument dissuader de manière forte la Russie. Alors, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, hein. C'est dans l'émission C'est à vous, produite par une boîte dont Xavier Niel est actionnaire. Et à chaque fois, on a cette même petite phrase, il faut y aller, il faut récupérer la Crimée, il faut machin, mais le coût réel, humain. Enfin, aujourd'hui, si on ne veut pas la guerre demain, il faut faire la guerre aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut faire la guerre de toute façon. Non, mais ce qui est fou, tu vois, c'est qu'à la limite, allez, on ne va même pas parler du fond et de la folie qui est à l'œuvre et qui se déroule comme ça de manière désinhibée, tout sur le même plan, génocide, etc. Des génocides, ils s'en commettent ailleurs en ce moment sur la planète, et je n'ai pas entendu Alors, que... Gaza... Ça y est, les chaînes d'infos en parlent. Il y a BFM qui a fait quand même un reportage sur les vidéos des soldats israéliens qui vont beaucoup trop loin. Je ne sais pas si vous Ils vont avez beaucoup vu. trop loin, avec les dinosaures, etc. Voilà, les vélos, les écoles détruites, où on voit qu'il y a vraiment là un non-respect des morts et de la destruction à Gaza, voire une jubilation en fait à faire ça, avec le porte-parole de l'armée israélienne qui explique que l'armée israélienne condamne évidemment, puisque c'est l'armée la plus éthique du monde, hein, soi-disant. Alors, il y a cette première question, mais à la limite, allez, on va faire contre mauvaise fortune bon cœur, se faire l'avocat du diable, on met ça de côté, on met le fond de côté, et on regarde simplement ce qui est le cas dans une guerre. Quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, sur quel théâtre d'opération et quelle est notre stratégie. Bon, si on regarde
d'un point de vue militaire à travers les âges, jamais personne n'a vaincu la Russie. Bon. La Russie est en économie de guerre depuis une bonne dizaine d'années. C'est-à-dire que même les compagnies, les sociétés qui sont toujours directement liées de près ou de loin à l'État, qui fondaient par exemple du matériel pour faire des oléoducs, des gazoducs, sont en économie de guerre et fabriquent des missiles. Ouais. Un missile en Russie est fabriqué 10 fois plus vite qu'en Europe et aux États-Unis. Ah oui. Et coûte à peu près 10 fois moins cher. Autre point, la Russie met beaucoup d'argent dans son armée, et surtout, comme elle est en économie de guerre et qu'elle est dans cette idée un peu nationale de défense patriotique de ses intérêts, elle forme des soldats et surtout des ingénieurs. C'est-à-dire qu'elle forme énormément d'ingénieurs, ce que ne font plus les États-Unis. Ils ont un gros problème, ils importent des ingénieurs de Chine parce qu'ils ne savent plus faire, ils ne savent même plus enrichir leur propre uranium. Et donc, ils font venir de l'uranium enrichi de Russie, et l'Europe, pareil. Donc, le secteur primaire et le secteur secondaire étant à peu près ruinés et anéantis, on a tout misé sur le service. C'est-à-dire aux États-Unis, comme en France, comme en Europe, il faut devenir financier ou avocat, pour faire court, ou alors faire des startups. Mais on n'a aucune capacité de production. On n'a plus d'armée de conscription. On a une armée de métier, tu l'as dit toi-même, avec 15 000 hommes mobilisables. Un pauvre porte-avions qui, la plupart du temps, est en cale sèche. Non, ça y est, il est sorti de la cale. Bon, voilà. Non, mais Charles de Gaulle est opérationnel. Non, mais voilà quelle est la réalité. Donc, un format bonsaï par rapport à l'armée américaine, ça, c'est d'un point de vue matériel et factuel, je dirais, en termes d'hommes. Mais quand l'OTAN elle-même, l'Organisation du traité Atlantique Nord, par la voix de ses plus grands dirigeants, ses premiers dirigeants, disent il n'est pas question d'envoyer les troupes au sol. Quand toutes les chancelleries européennes disent la même chose, et que il y en a un certain nombre qui se taisent parce qu'elles sont prises entre l'étau de la fin de la chute de l'Empire soviétique et qui voudraient peut-être aller vers l'Europe, mais qui ne savent plus à quel sein se vouer. Qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a dit ça, c'est pure folie. Si à la limite, on était en capacité d'avoir du matériel, des hommes, des objectifs communs, une armée commune avec des États qui tirent au sein même de l'Union européenne dans le même sens. Sortons de l'OTAN dans ce cas-là et faisons une armée avec notre propre traité, le traité européen de la défense, appelons-le comme on veut, et là, on pourrait un peu bomber le torse. Mais bomber le torse, comme le fait Macron, ça me rappelle le sketch de Coluche, retiens-moi Germaine, retiens-moi. Il se prend un pain, il fait poum, oh, il m'a mis un pain dans la gueule. C'est ça qui est ridicule. C'est ça qui est ridicule. Mais on y va quand même. Hein. J'ai l'impression que malheureusement, on a vu Thierry Breton qui organise ce fonds d'achat d'armes européen qu'il appelle une capacité de défense européenne. La volonté d'aller faire l'épargne aussi des Européens pour faire des eurobonds, pour financer l'industrie de l'armement. Ce discours du réarmement. Et puis aussi ces médias qui veulent rendre la guerre sexy, cool. Hein. Le magazine Vogue qui met en couverture ces jeunes Ukrainiens et Ukrainiennes comme si habillés en militaire, comme si, et tout sourire, comme si la guerre c'était super. Il y a vraiment là un climat dégueulasse en fait de cette volonté d'aller à la guerre, de penser qu'on peut la gagner, qu'il faut la gagner, qu'il faut la faire parce que si on ne la fait pas, on la fera plus tard. Alors que si tu veux préparer la paix, prépare la paix, ne prépare pas la guerre tout simplement, et que cette guerre aurait pu être évitée dès 2014, 2008, même si on avait anticipé tout cela. Il y a vraiment
vraiment un climat dégueulasse, en fait. Et trop rares sont les voix pacifistes qui sont là à dire « mais c'est de la folie, en fait. Ce que vous êtes en train de proposer, c'est ni plus ni moins que de la folie. » Et c'est pas être lâche, comme dirait Robert Ménard, que d'être pacifiste. C'est pas être lâche que d'être réaliste. C'est être, je crois, humaniste et réaliste face aux forces en présence, face à ce qui se passe aujourd'hui. Et puis aussi, miser simplement sur la fin, le changement de la Russie sur le moyen et long terme. Poutine n'est pas éternel. Et pourquoi vouloir absolument aujourd'hui attaquer la Russie de cette façon-là, alors qu'on sait que le coût humain sera catastrophique? Non, mais tu vois, au moment où on parle, là, se déroule le Super Tuesday, Ouais, j'en ai parlé. Ouais. voilà, aux États-Unis, effectivement. Et donc, c'est peut-être, non, c'est pas peut-être, c'est que la clé de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, elle est aux États-Unis. Et donc, si Trump est élu, et Dieu sait que toutes ces outrances, et que je sais très bien qui il est, comme beaucoup de gens, etc., je pense aujourd'hui que c'est la seule bonne nouvelle pour le monde occidental, pour le monde entier d'ailleurs, que Trump soit élu. Parce que je pense que rapidement, la guerre s'arrêtera, faute de combattants, Je sais pas. peut-être. Je sais pas, parce que ça reste un président des États-Unis et il y a des intérêts qui sont quand même évidents à maintenir l'Europe sous tutelle de cette façon-là, à avoir cette fébrilité aux frontières. Mais l'ennemi numéro un de Trump à l'époque, c'était la Chine, hein, et je pense qu'il n'en démord pas. Ça reste son ennemi numéro un. Mais à voir. Non, À mais voir. je veux dire, au moins, ça pourra mettre un coup d'arrêt, un coup de frein à cette politique belliciste. Évidemment, moi, je ne suis pas non plus dans la tête de Trump, mais disons que ces dernières déclarations sur le sujet, même si c'est plus anciennes, peuvent laisser espérer quand Oui, même voilà, oui, oui. une issue un peu plus favorable. Ça, c'est évident. Après, effectivement, il y a quand même une accélération de l'histoire, une accélération des mouvements. Et ce qui est fou, c'est de voir en effet tous ces médias et tous ces, je ne sais pas comment on peut les qualifier, c'est débile, quoi, hein, comme BHL, Glucksmann, et tous ces philosophes à deux balles qui appellent sans arrêt à la guerre, mais ce n'est pas eux qui iront faire la guerre. Ils n'iront pas se faire trouer la peau. Et chaque fois qu'ils ont poussé à la guerre, comment peut-on laisser encore ces gens-là, quand on voit ce qui s'est passé en Irak, ce qu'a été l'Irak après la guerre, Oui, ce oui. qui s'est passé en Libye, on n'avait pas de solution de rechange après avoir fait des mamours à Kadhafi, puis tu as fait une très belle pièce sur le sujet, puis pour aller ensuite le faire assassiner dans des opérations militaires opaques, on voit ce qu'est devenu la Libye, c'est-à-dire le chaos, mais plus que la Libye, on voit finalement que tout le Sahel est devenu le lieu de tous les trafics, le foyer principal du terrorisme mondial. Voilà ce qu'on a créé. Et aujourd'hui, aussi bien entre la guerre dans la bande de Gaza, dans la guerre en Ukraine, de toutes les guerres qui sont en train d'être menées, le ressentiment des populations, on est en train de fabriquer pour plusieurs générations du terrorisme à grande échelle. Oui, là, c'est terrible. C'est terrible. Alors, on peut bien dire ce qu'on veut. Je veux dire, sans doute qu'Israël était, et j'ai été le premier à le dire, il y a eu un antisémitisme qui s'est libéré, qui m'a saoulé, qui m'a écœuré, parce qu'évidemment que le Hamas, il faut le désigner comme tel, et que c'est un mouvement terroriste qui a très bien réussi son coup, soit dit en passant, pendant que ces donneurs d'ordre sont dans des hôtels 5 étoiles à se dorer la pilule. Il n'empêche que la riposte aujourd'hui, enfin, je veux dire, c'est des dizaines de milliers de morts, de femmes et d'enfants. C'est l'humanité, quoi, qui sombre dans le chaos, quoi, hein, dans le désespoir. Et c'est une guerre. Aujourd'hui, tu vois, le truc le plus incroyable, c'est que dans les précédentes guerres, dans cette zone du territoire, il y avait toujours des journalistes. Il y avait toujours des gens qui pouvaient témoigner, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Il y a des propos rapportés par des témoignages via des ONG qui disent « oh là là, c'est horrible et tout », mais on n'a plus… Et
Bah, on a eu des Et témoignages quand même nombreux, à la fois voilà. de responsables d'ONG, mais aussi de l'UNRWA, l'ONU, de différents pays aussi. Il y a eu quand même le cas de l'Afrique du Sud devant une cour internationale. Il y a beaucoup de choses, mais simplement, on en parle très peu, comme ce soldat américain qui s'est immolé par le feu, Aaron. Ça a été un entrefilet dans le journal du Monde pour parler de cet acte désespéré, pour mettre fin au massacre. Et puis Kamala Harris qui appelle à un cessez-le-feu. C'est pas Joe Biden qui appelle à un cessez-le-feu, c'est la vice-présidente qui appelle à un cessez-le-feu. Donc on sait déjà que c'est là un jeu avec les mots et la vie des gens. Enfin, c'est terrible. Il y a un soutien qui Mais tu reste vois, évident à cette politique. Alexis, tu parlais il y a peu de droit international. En fait, du fait de ne pas, comme le dit le sieur Tanzer, devoir discuter avec des gens qui ne respectent pas le droit international. Mais le droit international, je suis au regret de le dire, c'est une politesse quand on a gagné la guerre. Mmh. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est les puissants qui font le droit international. Yalta et le monde. Alors, je ne dis pas qu'après, il n'y a pas des principes, mais c'est Non, mais c'est la le question droit de l'ONU, en international. fait. Est-ce que l'ONU est caduque? Est-ce qu'il a encore sa place dans ce Mais, monde-là? Ou non, mais est-ce que c'est... l'ONU, peut-être la seule chose qu'a dit Macron qui était juste, c'est que l'ONU était en état de mort cérébrale. Non, c'était l'OTAN. L'OTAN. L'OTAN était en état de mort cérébrale. Non, sur l'ONU, il n'a rien dit, je crois pas. Alors, non, sur l'ONU, il n'a rien dit, excuse-moi. Mais l'ONU, en fait, c'est un peu comme la Société des Nations, magnifiquement décrite par Albert Cohen, c'est-à-dire un machin qui ne sert plus à rien aujourd'hui. Parce qu'on a beau voter, c'est pour ça que ça me fait doucement rigoler et rire jaune, en fait, cette histoire de droit international. On peut voter toutes les résolutions qu'on veut, c'est ce que font les États. De toute façon, il ne se passera rien. Et c'est toujours les gens les plus puissants, aussi bien dans l'OTAN que dans l'ONU, qui font la pluie et le beau temps. Parce que si on ne discute pas, si on discute contre nous, on reboucle avec cette histoire de médias à plus petite échelle. Bah, si tu es de gauche et que tu vas dire des trucs de gauche dans un média de gauche avec des gens qui t'écoutent qui sont de gauche, Ouais. tu te diras, mais putain, mais qu'est-ce qu'il est bon ce mec. Mais si tu dis la même chose dans un média de droite, avec des gens plutôt de droite, et un auditoire de droite, bah, tu vas faire réagir, tu vas faire bouger les lignes. Et aujourd'hui, on n'a pas réussi à faire émerger, alors peut-être avec les BRICS, ça va un peu changer la donne, hein, parce que les BRICS, c'est quand même 75% de la population mondiale et sans doute plus de la moitié du PIB. Donc, il y a une émancipation aussi d'un certain nombre de pays africains. Hein. Donc, le monde devient un peu multipolaire. Mais pour l'instant, on en est là, quoi. Et donc, le droit international, moi, c'est un peu la solution des faibles. Solution des Enfin, lâches. c'est la seule solution qui reste aussi pour pouvoir faire jouer certaines clauses sur les crimes de guerre, sur Oui, mais les grands Alexis, conflits. tu sais S'il comme n'y avait moi, pas ça, imagine, ce serait encore pire. Tu peux pas dire qu'on je est suis là d'accord. avec un truc inutile. C'est utile, c'est la diplomatie sur de la moquette, mais c'est ça qui peut changer la donne Non, parfois, lentement. Alors c'est sûr, c'est lent, hein, ça n'évite pas les non, morts. mais ça crée, c'est un peu Antigone. C'est-à-dire, ça crée des interdits. Ouais. Ça met des limites, ça borne. Pour autant, quand on regarde les choses de manière circonstanciée, nul n'a jamais été vraiment jugé pour crime de guerre ou pour crime contre, enfin, des lampistes un peu, à un moment. Et en réalité, on sait très bien que le procureur ne prendra jamais le risque d'instruire un procès pour crime de guerre, crime contre l'humanité, contre des dirigeants dont on connaît pourtant les exactions, parce que tout ça est à mesurer à l'aune de la politique internationale et de la réelle politique. Ouais. Donc, bien sûr qu'on peut toujours s'abriter en disant crime de guerre, mais une fois qu'on a dit ça, qu'on a crié dans un désert, ça n'empêche pas les gens de se faire massacrer. Ça n'empêche pas les femmes de continuer à être violées, découpées en morceaux, et les enfants d'être massacrés par milliers, par dizaines de milliers. Donc, le droit international, oui, mais comme je disais, c'est une politesse quand on a gagné la guerre. On n'a pas trouvé encore, dans un monde en pleine ébullition, où finalement, c'est ça où ça devient grave,
quand on sort petit à petit ce que ne font pas les BRICS, au contraire, et ce que ne font pas les puissances qui ont déjà émergé, et ce qu'on est en train de faire, c'est pour ça que je dis on retourne vers, d'une certaine manière, vers l'URSS, nous, petit à petit, si on enlève la légitimité populaire et qu'on fait de toujours plus d'organismes qui vont réfléchir pour nous, penser pour nous, décider pour nous, en mettant en avant des belles idées, le droit international, il faut sauver la planète, oh, le bonheur c'est mieux que le malheur. C'est des cautères sur des jambes de bois, malheureusement. Hein. Et je pense que, voilà, il faut sortir, nous, pour reprendre notre destin en main, pour reprendre notre destinée, en tout cas, pour ne pas être messianique, parce que la destinée n'est pas le destin, la destinée, c'est pas préétabli, on peut agir dessus, on n'en sortira pas. Et je pense que pour la France, en tout cas, il y a une voix. On était écoutés pour ça dans le monde. On était beaucoup plus important. Notre voix est portée beaucoup plus que de le laisser entendre notre population ou notre puissance économique. Et on a, et d'ailleurs même Macron là-dessus, toutes les filières d'excellence, il a démantelé la filière de diplomatique française. Donc finalement, il va y avoir que des gens, je ne sais pas moi, qui ont fait une école de commerce, c'est très bien les écoles de commerce. Enfin, c'est un peu incompatible avec la gestion des affaires de l'État. L'État n'est pas une entreprise. Une nation, c'est pas une entreprise. On en est loin, évidemment, de la grandeur ou même de la place diplomatique de la France. Merci Didier d'avoir fait ce tour d'horizon avec nous. C'était toujours très intéressant. Je pense qu'on se reparlera en fonction de l'actualité et des sujets. Est-ce que tu as une actualité, toi, en ce moment ? Tu fais quoi et où est-ce qu'on peut te trouver ? Alors, j'interviens chez Toxin et dans Ligne Droite pour 2 matinales le jeudi. J'interviens pas mal aussi dans différentes télés. Je fais CNews une fois par semaine avec Morandini. Je suis aussi sur TVL, Bistro Liberté, partout finalement. Où je suis avec Morillo, Les Incorrectibles, voilà. Partout où on peut prendre la parole, où on peut dérouler un petit peu notre pensée de manière libre, avec des auditoires qui sont ou de droite ou de gauche, ce qui m'indiffère, puisque comme toi, je parle à tout le monde et je ne réduis pas les gens à une étiquette politique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que, on en parlera. Je suis en train de prendre des initiatives, comme je le disais, pour à la fois fédérer un petit peu, faire des émissions qui touchent un plus large public sur nos propres idées, et puis pour que ça ait une suite d'un point de vue politique, parce que je pense qu'il faut balayer, comme dirait Attal, cet ancien monde, sauf que nous, on a envie de le remplacer, pas par des clones de M. Macron ou de M. Attal, mais par des gens qui ont envie de se battre pour leurs citoyens, pour leurs compatriotes et pour leur pays, ce qui est tout à fait différent. Pour les valeurs humaines surtout. Et voilà. Qui sont quand même loin derrière. Merci beaucoup Didier. Je te souhaite une bonne journée et à la prochaine. On était plus de 5000 pour cet entretien. On va terminer la revue de presse. Je te laisse partir. Merci.